Merci beaucoup pour cette introduction, mes chers collègues panélistes, et merci beaucoup au Centre Boutros-Ghali et à tout le monde de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver beaucoup de mes contacts, même des derniers mois. Pour commencer, j'aimerais rappeler un peu quelques principes au niveau de la formation. Enfin, ils ont déjà été mentionnés brièvement par le général Faye. Le directeur Jomo les a aussi mentionnés. Les troupes qu'on déploie sont censées être formées et bien équipées. Et c'est un engagement que les États membres prennent en application d'une résolution de 1995, en application également des décisions du comité C34. Les États membres également s'engagent à soutenir les initiatives et les efforts dans le domaine du prédéploiement, aussi ainsi que dans l'application des règles des droits de l'homme en ce qui concerne par exemple le triage ou le vetting. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas savoir en venant à ce genre de séminaire francophone combien de mots j'ai dû traduire avec ChatGPT. Et je crois que j'ai oublié le mot vetting. Mais et puis enfin, comme l'a rappelé notre collègue, le secrétaire général a mis en place le LCM en 2019 et les membres du C34 ont décidé de s'engager à soutenir les actions du partenariat mis en œuvre par le LCM. Alors, lorsqu'on regarde les enjeux existants, le premier point qui me vient, c'est les évaluations. Alors, les évaluations, ce sont celles qui sont faites à deux niveaux pour moi. C'est celles qui sont faites dans les missions. Les évaluations sont faites par des officiers qui sont déployés généralement pour 6 mois ou 1 an, qui n'ont généralement pas forcément de formation académique ou d'expérience professionnelle dans le domaine de l'évaluation et à qui on leur demande de faire la revue de toutes les troupes selon des standards qui sont produits par le siège, pour lesquels ils n'ont pas vraiment été informés avant, avec des moyens qui sont limités. Donc déjà, les collègues qui font la formation et l'évaluation des performances, dans certains, c'est difficile. Pour les collègues des opérations de soutien d'os, c'est plus facile parce que de savoir si un véhicule va démarrer, si la batterie est à jour, si le blindage fait bien 10 mm, c'est facile à vérifier. Pour la mise en œuvre des règles de conduite et de discipline, pour la mise en œuvre des questions de genre dans les résolutions de femmes, paix et sécurité, c'est un autre événement. Alors, quand on a des questions d'évaluation qui arrivent et des États qui ont été notés et auprès du sous-secrétaire général comme ayant besoin d'aide, nous avons l'avantage de pouvoir compter sur des partenaires étatiques et des partenaires institutionnels qui peuvent nous aider à faire des corrections de formation avant déploiement, ce qui est peut-être le top un peu, parce que comme Paulin Jomo l'a rappelé, et vous le savez, quand vous êtes commandant, c'est pas une fois que vous êtes déployé que vous avez besoin d'avoir la formation, vous avez besoin d'avoir cette formation avant. Donc récemment, il y a quelques années, il y a eu un État membre dont la rotation a été refusée par le général en charge des opérations militaires parce que l'évaluation n'était pas bonne. Et grâce à la LCM, on a pu mettre en place les collègues de UNITAR, les collègues de UNMAS, ainsi que les éléments français au Gabon, il me semble, qui sont venus faire la formation. C'était long, c'était 5 semaines. Donc vous pouvez imaginer l'enveloppe de formation et le coût de cette formation qui a été faite.
et ça nous a permis de faire cette formation à jour. Mais ça m'amène à suggérer un nouveau mécanisme et quelque chose qui peut être vu d'une manière innovante. C'est pas vraiment innovant en fait, mais on ne le fait pas dans le maintien de la paix. Beaucoup d'États font de la formation en prédéploiement. Et une fois que cette formation en prédéploiement est faite, les troupes sont déployées et vous n'avez plus aucune visibilité de la mise en œuvre de la formation qui a été faite. Et ce que nous aimerions encourager, et finalement le comité sur le maintien de la paix C34 vient d'adopter le langage cette année, c'est tout frais, c'est de considérer à mettre en œuvre du mentorat et d'utiliser les troupes qui ont fait de la formation au prédéploiement pour venir rendre visite une semaine, mais probablement 2 fois à 3 fois par an au cours du déploiement, pour voir si l'information qui a été transmise a été comprise, retenue et appliquée. Et ce sont des étapes quand même qui sont différentes et qu'on peut voir que dans une certaine durée. Nous avons essayé, il y a quelques semaines, de mettre en œuvre un programme avec un État membre non francophone. Malheureusement, la détérioration de la situation au Congo nous a mis cette opération en suspens, mais on va essayer de la répéter au Soudan du Sud. Mais c'est un appel. S'il y a des États membres qui reçoivent de la formation et qui voudraient discuter aux partenaires qui leur donnent cette formation, qui voudraient mettre en œuvre ces exercices, ces projets un peu de mentorat, nous serions très encouragés par voir un peu comment on peut retenir. Et ça, c'est un peu pour l'évaluation de la performance. Et c'est un peu ma question que j'avais posée au professeur tout à l'heure. C'est comment on peut voir ce qu'on enseigne est retenu et mis en œuvre. Un autre élément qui avait été mentionné par le général Cole Combet, c'est la formation des officiers et la formation des sous-officiers, qui est en anglais NCO, et que je viens d'apprendre ça pour la première fois cet après-midi. Tous nos collègues d'évaluation nous informent que le maillon faible dans la question de conduite et de discipline, et notamment aussi dans les questions de SIA et de maintenance, c'est les officiers juniors et les sous-officiers. Et il n'y a pas de formation spécifiquement dédié à ce type de personnel. Et à ça, j'aimerais rajouter un autre élément, c'est la question de l'état d'esprit de ces personnels. Ils sont tous des officiers et des sous-officiers qui ont bien intégré l'esprit militaire propre à leur armée. Maintenant, on va les prendre hors de leur contexte et on va leur donner un manteau du maintien de la paix. Et ce manteau du maintien de la paix est différent et il va falloir s'adapter. Et la représentante spéciale du Congo l'a mentionné lors de son interlocution, il faut sortir du contexte stricto-militaire. Il faut travailler avec des civils. Parfois, les ordres viennent des civils, de femmes civiles. Il faut comprendre que ces actions vont avoir des conséquences, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la réputation de l'organisation, et peuvent avoir un impact sur la sûreté et la sécurité des populations civiles qu'ils entourent. Il faut savoir également qu'ils vont devoir travailler avec des populations civiles, avec des organisations non gouvernementales, engagées. C'est des contextes qui sont différents et sur lequel le LCM aimerait travailler.
Donc, nous sommes ouverts à des partenariats pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vraiment s'applique sur l'état d'esprit de ces sous-officiers et sous-officiers. Comme nous parlons des questions de formation, nous aimerions que cette formation ne se fasse pas en salle. Nous ne voulons pas utiliser les techniques traditionnelles de classe. Nous avons en fait essayé de regarder sur ce qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu former du personnel recruté en urgence à des questions de maintenance et à des questions nouvelles. Et nous avons vu que des modules comme des bandes dessinées ou des vidéos parlaient mieux à notre audience. Et donc, récemment, je suis allé voir les collègues de l'Union européenne, les collègues de l'OTAN. Nous avons rencontré aussi les collègues de Washington, du PKSOI, qui font les questions de maintien de la paix et des leçons apprises. Et nous sommes en train de regarder à mettre en place des modules qui pourraient nous permettre de renforcer la question de l'état d'esprit de ces personnels, pour qu'ils comprennent mieux que lorsqu'ils vont aller dans une opération de maintien de la paix, leur portefeuille s'élargit et qu'ils doivent adapter plusieurs chapeaux. Enfin, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est la question de la formation au commandement et à l'état-major avant le déploiement. Vous êtes tous des militaires formés qui peuvent fonctionner dans votre état-major. On va vous mettre maintenant tous ensemble dans des états-majors et vous allez devoir coordonner et travailler ensemble. Et ça, c'est pas facile. Et ça, on peut le faire. Il y a certains modules maintenant qui commencent à arriver et à le faire dans des missions, mais malheureusement, la mission, c'est pas le meilleur moyen et pas le meilleur moment pour recevoir de la formation. Alors là, de quoi on parle? Là, on parle en fait des exercices et des simulations informatiques, un genre de TTX ou CPX assisté par ordinateur qui va pouvoir essayer de faire cette formation des officiers avant le déploiement pour stimuler l'intégration. Certaines armées le font, certaines institutions le font, comme l'OTAN. Il y a des exercices comme l'exercice Viking que la Suède a fait depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique? Il y a certaines activités comme ça qui sont faites, mais dans le cadre du Golfe de Guinée, pour la lutte contre le crime organisé ou le trafic. Mais dans le cadre du maintien de la paix, il y en a pas beaucoup. Et lorsque l'on regarde justement les challenges, avec la mise en œuvre de la résolution 2719, et donc les futures actions qu'on va donner à l'Union africaine, il serait peut-être temps de regarder avec les États membres francophones comment on peut essayer de mettre en place des exercices assistés par informatique de coordination qui pourraient aider dans 2 ans, par exemple, à avoir une meilleure intégration de vos officiers dans la planification, dans la gestion, et de pouvoir mieux commencer ces opérations qui vous seront données. Ça a un coût, ça prend du temps, donc c'est pas quelque chose qu'un État membre va pouvoir faire tout seul, et il va falloir le faire ensemble. On pourra essayer de faire cette coordination d'intérêts, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi permettre de répondre aux futurs enjeux et de préparer l'Union africaine et les troupes francophones qui serviront dans le cadre des opérations qui sont pilotées par l'Union africaine.